Au cours d'un voyage récent à Hong Kong, je me trouvais dans une zone de magasinage, le quartier Tsim Sha Tsui, avec ses grands écrans d'annonces géants, étincelants, pulsants. Soudain, je me rendis compte que les visages qui m'entouraient étaient différents de ceux que j'avais notés auparavant. Parmi les petits groupes en conversation sur le trottoir, j'ai remarqué des gens que j'ai compris plus tard étaient, je cite, des entrepreneurs africains, des travailleurs temporaires indiens, des chercheurs d'asile d'Afrique du Sud et d'Afrique et d'Asie du Sud, et des voyageurs d'un peu partout dans le monde. Hong Kong est une ville très cosmopolite, et la diversité comme telle n'a rien d'anormal. Mais il y avait un buzz différent sur ce trottoir, différent du mouvement des touristes et consommateurs que l'on a l'habitude de voir sur ces trottoirs. La raison, je l'ai découvert plus tard, à l'aide d'un livre écrit par un anthropologue local, Gordon Matthews, était la présence, à un coin de rue, de l'immeuble extraordinaire Chungking Mansions. Que vous imaginez ici, Pour Matthews, il s'agit de l'immeuble le plus globalisé du monde, capitale de ce qu'il appelle low-end globalization, la mondialisation au bas de l'échelle. Le building est au centre d'un réseau de commerce entre la Chine et Hong Kong et des destinations comme Dubaï, Lagos, Mombasa, Nairobi, Bangkok et Kolkata. On y trouve des centaines de petits magasins, en fait des petits échanges, où on y trouve des grands tas de téléphones cellulaires, de pierres précieuses, de produits de cuisine, de vêtements, de meubles. Il y a aussi un labyrinthe d'appartements, de maisons de chambres et des restaurants dans les étages au-dessus. Il s'agit d'un immeuble de 17 étages, mais en fait avec 5 petits antennes, donc un véritable îlot de commerce. Le commerçant typique serait un Tanzanien qui voyage à Hong Kong pour une semaine, achète des téléphones refaits, spécialement empaquetés pour déguiser des piles contrefaites, et ramenés en Afrique dans ses bagages. Il paie 20 $ la nuit pour sa chambre, fait plusieurs voyages par mois, gagne entre 400 et 1300 $ par mois, si tout va bien. Matthews analyse l'économie, écoute les récits de tous ces voyageurs, commerçants et teneurs d'échanges. L'anglais est la lingua franca, mais on parle beaucoup de langues dans cette maison. Des plus grands, Punjabi, Bengali, aux petits, plus locales, Hausa ou Luo, mais aussi quand deux voyageurs qui se rencontrent, disons des deux Indiens qui se rencontrent et qui ont déjà passé un séjour au Japon ou en Suède, peuvent se saluer dans cette langue qu'ils vont partager, donc une langue intermédiaire. Chungking Mansion, ce qui est assez incroyable et remarquable de cet immeuble, c'est qu'il se trouve dans le quartier le plus riche de Hong Kong. Donc un endroit où la valeur de la propriété est parmi les plus hautes de tout le monde, mais il s'agit d'un immeuble absolument atypique. C'est un immeuble multilingue, mais aussi traductionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre multilingue et traductionnel? Alors, pour moi, la différence, c'est que la traduction, quand on décrit un lieu en parlant de la traduction, c'est qu'on parle du rapport entre les langues, pas la simple présence d'une multitude de langues, mais bien du rapport des langues, un rapport de direction, de quelle langue à quelle langue, des rapports d'intensité, et aussi on précise la zone, on précise l'endroit. Alors, Chungking Mansions est pour moi
l'exemple spectaculaire de ce que j'appelle un lieu de traduction, a translation site. C'est que là, il y a non seulement traduction à l'intérieur de cet immeuble, mais cet immeuble est lui aussi traduit. Un translation site, pour moi, c'est là où il y a une intensité d'échange, une conscience très aiguë de la multiplicité des langues et aussi une conscience des enjeux de la traduction. On parle de la langue des échanges qui se font, les langues, mais aussi la langue des récits qui construisent en fait le lieu. La définition du lieu par rapport à l'espace, si on regarde les théoriciens du lieu, c'est que c'est un endroit qui est construit culturellement et la langue est un élément important de cette construction. Cet endroit, Chungking Mansions, est aussi un lieu de résistance parce que de l'extérieur, c'est un lieu mystérieux, un lieu malfamé, un lieu que les Hongkongois ont longtemps craint parce que c'était comme un espace étranger à l'intérieur même, comme je disais, non seulement de la ville, mais de la partie la plus riche de la ville. Alors, c'est un lieu autre pour les gens de Hong Kong, un lieu de blocage, de refus, de résistance, d'hostilité. Alors, on comprend que c'est aussi un lieu qui, en quelque sorte, résiste à la traduction entre l'endroit, cette population, et le reste de les gens de Hong Kong. Alors, un lieu complexe, la traduction n'est pas seulement célébratoire, mais c'est un lieu complexe où il est question des tracés de commerce, parce que c'est important de comprendre que ce qui est le lieu existe à cause des liens de commerce entre la Chine, Mainland China, Hong Kong et le reste du monde, la situation des visas qui permettent à ces commerçants d'entrer ou de ne pas entrer dans cet endroit-là, qui dépend aussi de l'état de commerce des téléphones cellulaires. Si il y a longtemps, on pouvait compter beaucoup sur le commerce des téléphones cellulaires contrefaits, maintenant ça devient de plus en plus difficile à cause des smartphones qui suivent une autre trajectoire. Alors, ce lieu de traduction dépend de beaucoup d'autres éléments. Il est placé dans des réseaux qui permettent ou justement qui contraignent ou qui ne permettent plus la traduction. Alors, pour moi, Chungking Mansions est un endroit, un lieu de traduction par excellence, par la qualité spectaculaire, c'est-à-dire la quantité, la grandeur, l'intensité de la traduction qui s'y pratique. Et c'est donc un exemple d'un lieu de la traduction et parmi d'autres que je vais discuter aujourd'hui. Alors, mon but, c'est d'attirer l'attention sur les espaces physiques qui sont des lieux où se déroule la traduction, mais qui sont aussi le produit des processus et des histoires de la traduction, le produit des mouvements et des flux de transfert culturel. En déplaçant la perspective d'analyse, alors en ne suivant plus la trajectoire du traducteur ou de la traductrice individuelle, mais en déplaçant le regard sur les espaces physiques qui permettent ou qui contraignent la traduction, je pense qu'on peut arriver à voir d'autres choses, des réalités nouvelles en théorie de la traduction. Il est question d'interroger les espaces et les structures qui façonnent les rencontres interlinguistiques, ainsi que le rôle des langues et de la traduction dans la définition même du lieu. La langue est vitale dans la construction de l'espace social et culturel, et on l'a beaucoup moins mise en évidence. Par exemple, dans les discours, dans les études urbaines maintenant, on a longtemps insisté sur les aspects visuels, mais beaucoup moins sur la langue.
Bon, alors les espaces, les lieux, par exemple, que l'on peut prendre en considération, sont ceux qui abritent des activités de traduction. L'hôtel, le marché, des endroits que l'on connaît, que l'on sait, qui sont multilingues, mais aussi des endroits où il y a contrainte, le checkpoint, ou bien le checkpoint ancien, genre Ellis Island, où il y a, qui est un lieu de traduction, mais un lieu de contrainte aussi de la traduction, un lieu où la traduction n'est pas simplement libre, mais forcée. Ce sont aussi des lieux qui symboliquement évoquent des activités de traduction, comme le pont ou la tour. Ce sont des endroits que l'on sait historiquement sont associés à la traduction, mais des endroits, des lieux qui historiquement portent des marques et la mémoire de la traduction. Et c'est un peu ça, merci beaucoup, qu'on va évoquer aujourd'hui. J'ai parlé de certains de ces lieux dans mes livres antérieurs. Par exemple, quand j'ai parlé de la ville de Kolkata, j'ai parlé du Town Hall of Calcutta, qui était à l'origine un endroit que je vous avais montré, imaginez le Town Hall of Calcutta, qui était à l'origine bâti par les Anglais pour célébrer la puissance anglaise, mais qui au cours des activités de la révolution et de l'indépendance bengali est devenu un lieu de nationalisme bengali et qui est aujourd'hui un lieu qui est associé justement à la langue bengali. C'est un endroit qui a été traduit, il est maintenant symboliquement un lieu qui annonce l'indépendance et le nationalisme du Bengale à l'intérieur de l'Inde. Ou des églises, par exemple l'église de Sainte Sophia à Nicosie, qui a été transformée en mosquée après la conquête ottomane à Chypre et qui exprime par son mélange inusité d'architecture gothique et minaret. Ce n'est pas un mélange qu'on voit souvent. On voit souvent des églises byzantines traduites en mosquée, mais là, une église gothique avec des minarets, c'est un endroit un espace d'expression assez singulière, qui exprime par son mélange d'inusité d'architecture gothique et minaret une transaction symbolique liée à l'histoire particulière de ce lieu. De tels exemples expriment la dynamique de la circulation des langues dans le contexte de conflits politiques et occupation langagière. Cette idée d'occupation est importante pour moi, puisque la traduction de l'espace physique des édifices, de ce qu'on appelle le patrimoine bâti, exprime une logique de territorialisation, une logique fondamentale à l'action des langues dans les villes qui changent de langue. Par exemple, Montréal a été reterrorisé, c'est toujours un problème, il ne faut jamais dire ce mot-là, reterritorialisé, donc qui était d'abord occupé par la langue anglaise, où l'espace public parlait anglais, et maintenant l'espace public parle français. Alors c'est une ville qui a été... Voilà. L'espace, et je fais un petit détour théorique ici, l'espace est devenu une préoccupation importante pour la traductologie sous l'influence des cadres intellectuels des années 80, notamment le post-structuralisme, le post-colonialisme et le féminisme. Doreen Massey, par exemple, parlerait du New Spatial Times, alors que la temporalité se fragmente sous l'influence du post-structuralisme ou l'approche Foucauldienne, où on ne parle plus d'une histoire, une linéarité de l'histoire, mais d'une temporalité fragmentée. L'histoire devient une séquence de discontinuité et l'accent est mis sur les asymétries du pouvoir de la parole, ce qui attire l'attention sur le contexte de l'énonciation, que ce soit des lieux géographiques ou les juges géographiques du postcolonialisme qui introduit la carte en traductologie. Maintenant, après le postcolonialisme, on ne peut pas parler de la traduction sans tenir compte de où, de qui à qui.
quels sont les réseaux de circulation des langues, mais aussi le corps sexualisé du féminisme. On ne peut plus parler de n'importe qui parle. Il faut parler de l'identité de la personne qui parle. Donc le contexte de l'énonciation devient crucial en traductologie. Alors la naissance de la traductologie dans les années 80 est influencée par cette préoccupation avec l'espace. Rompant avec la notion de continuité héritée de la tradition humaniste d'une part, et rompant avec le positivisme de la linguistique contrastive, la traductologie prend comme objet le texte social, politique et culturel, the worldly text. Il n'est plus question d'un énoncé coupé de son énonciateur. L'objet de la traductologie est le texte dans le monde, le texte qui circule. Alors cette notion de contexte reçoit une définition vaste. Depuis les lieux physiques et les circonstances de la traductrice, l'endroit où travaille la traductrice, et là je vous réfère au magnifique film de Nourit Aviv que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Traduire, qui est il faut le voir, il faut le demander parce que c'est un film singulier qui vous montre les espaces de traduction de la traductrice, du traducteur, en l'occurrence les traducteurs de l'hébreu à d'autres langues, et chaque plan, il y a à peu près 10 ou 15 traducteurs qui sont dans le film, et chaque plan vous montre la fenêtre par laquelle cette personne voit le monde. Et vous voyez aussi son espace de travail, mais cet espace de travail n'est pas isolé du monde. Vous voyez l'espace de travail, la fenêtre et le monde autour, le monde à l'extérieur. Alors c'est vraiment une magnifique et très riche exploration du lieu de la traduction de l'intérieur. Comme on peut voir, par exemple, ce même lieu de traduction, et je vous montre l'image de Saint Jérôme dans son Saint Jerome's Study, que l'on voit au cours de très très fort durant la Renaissance. C'est cette idée de Saint Jérôme assis à sa table de travail, mais en même temps avec l'ange près, souvent avec une fenêtre qui regarde dehors, alors à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, seul, mais lié à la présence divine, enfin, pour ce qui est de Saint Jérôme. Et puis vous avez des vingtaines, des trentaines, je ne sais pas, beaucoup d'images à la Renaissance de Saint Jérôme, savant, dans sa salle d'études, en train de traduire. Et donc, voilà, alors, le contexte qu'on prend disons, de ce contexte très physique du lieu de travail, du bureau de travail, aux contraintes institutionnelles et nationales, à la nature historique et épistémologique des discours. Le contexte comprend aussi des lieux d'où sont issues la théorie. Alors la géographie influence les idées, les valeurs qui soutiennent la théorisation. Et qui n'est pas un hasard si bon nombre de théoriciens de la traduction sont issus d'espaces géographiques portant le fardeau de la traduction, des langues mineures, des espaces marginalisés. Alors, vous savez que les tout débuts de la traductologie, quand on fait l'histoire, c'est les Pays-Bas, c'est Israël, si je peux me permettre, c'est un petit peu le Canada. Le Canada n'est pas marginal, mais en fait, sur la carte mondiale, c'est pas au centre, si vous voulez. C'est pas les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Alors, les lieux d'où sont issus aussi la théorie comptent. Et depuis quelques années, on porte une attention soutenue aux espaces oubliés de la traductologie. Les traditions conceptuelles non européennes, par exemple Maria Timoshko et plusieurs autres personnes en ont parlé, mais aussi les pratiques de la traduction qui sont situées en dehors des pratiques normalement couvertes quand on en parle. La traduction, par exemple, de l'économie informelle,
la traduction non professionnelle, qui devient un lieu de préoccupation. L'espace est mis en évidence dans les multiples discussions autour de cette notion de zone de traduction. Le zone de contact, mise de l'avant par Mary-Louise Pratt, la zone de traduction de Emily Apter, qui répond au besoin de sortir l'étude de la traduction des systèmes et des systèmes de communication du cadre strictement national. Si on parle de zone, c'est pour quitter l'idée qu'on parle toujours entre langue nationale et entre lieu national. On ne traduit pas de la Pologne en France, on traduit de l'endroit spécifique de la Pologne, d'un type spécifique de littérature polonaise avec la France, des lieux plus précis et parfois des zones qui sont moins faciles à délimiter. La zone permet effectivement de dépasser le national comme contrainte d'analyse en élargissant l'espace, par exemple des zones impériaux étudiées par Brian Baer ou Michael Wolf, soit en allant vers le plus petit, comme chez Michael Cronin, quand il va parler de microcosmopolitisme, qui met en lumière les complexités culturelles inhérentes à des petits espaces local. Alors Cronin va nous montrer comment le local est aussi complexe que les espaces grands. On peut y déceler les mêmes couches de complexité. Alors, au cours des dernières 5 ans seulement, on a vu une explosion de travaux qui prennent comme point de focalisation, et là j'arrive à des espaces encore plus précis, des espaces matériels, souvent des lieux de conflit. Par exemple, le tribunal, où on a eu des études de Ellen Elias Borsat, Ingalleri, etc. Des institutions militaires, des espaces concentrationnaires. Vous avez une étude sous la direction de Michael Wolf sur les camps de concentration nazis. Donc c'est vraiment un lieu très, très spécifique, un espace qui sollicite et définit des types de traduction spécifiques. Des salles de conférence de la guerre froide, les camps de réfugiés qui deviennent de plus en plus un endroit que l'on doit étudier pour le type de commerce linguistique qui s'y passe, ou même les espaces de la dissidence politique, comme Tahrir Square, le Tahrir Square, Tahrir qui a été étudié par Mona Baker et d'autres. Donc, ces espaces qui sont des espaces de contraintes qui sollicitent des types de traduction spécifiques sont maintenant l'objet d'études. La mondialisation, donc, a intensifié l'imbrication du proche et du distant. Les traducteurs n'ont plus besoin de traverser la mer ou les continents afin de s'instruire en différences culturelles. Les espaces de la diversité se trouvent aussi chez nous, quel que soit le continent de notre maison. Alors la traduction passe par des petites distances des villes, des maisonnées, des foyers. Alors que la traducteur ou traductrice travaille avec des mots qui sont sur des écrans et des pages, les forces qui s'exercent sur sa tasse sont chargées de l'énergie des rues, des intersections, des zones de contact. Alors, je voudrais poursuivre avec un autre exemple de ce que j'appelle un lieu de traduction, c'est-à-dire un lieu où les relations langagières contribuent à créer l'identité de cet espace. Et je parlerai de l'architecture du lieu bâti. Là, vous voyez que j'aurai besoin d'images. Les formes architecturales peuvent être considérées lingualisées, languaged, lorsqu'elles sont associées à des langues spécifiques, soit au moment de la construction ou par les transformations résultant de changements de régime linguistique. Parfois, ce l'engagement est explicite, effectué au moyen d'inscriptions ciselées ou autres pratiques de nomination ou de branding
soit par une association culturelle ou historique. Quand un régime linguistique supplante un autre, alors les rues, les monuments, les édifices sont traduits. Ceci est d'autant plus vrai pour les villes où la langue dominante vit une situation de concurrence face à un même ou à plusieurs rivaux. C'est le cas très évidemment de Montréal, mais aussi des villes vivant des formes de domination coloniale ou impériale, des villes à travers l'histoire qui ont connu des régimes successifs de superposition linguistique. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Il y en a beaucoup, que ce soit en Europe de l'Est, les cas les plus évidents, Tchernovitz, Gdansk, mais aussi ou Vilnius, Nouvelle-Orléans, qui vit des couches. Il y a aussi des villes de division linguistique, comme Beyrouth, Nicosie, Mostar, des villes comme Bruxelles, Barcelone, Dakar, Trieste, Manille, où les langues continuent de se confronter sur un terrain commun. Ce sont des villes où plusieurs langues se sentent chez eux sur un même territoire et créent des réseaux parallèles de pouvoir institutionnel. Les langues en présence sont de nature différente. Il s'agit souvent de la coexistence d'une langue véhiculaire, une langue impériale, coloniale ou protocoloniale, et une langue vernaculaire exprimant une émergence nationale. Ça, c'est le pattern qu'on peut voir beaucoup à travers le monde à différentes époques, mais plus particulièrement entre 1880 et la Première Guerre mondiale, et ensuite la Deuxième. Saxa loquuntur, disaient les Romains, pour parler des messages qui peuvent être déchiffrés du passé ancien. Les pierres parlent. Et leur sens doit continuellement être réappris. Cette expression latine a été évoquée dans le contexte conflictuel des débats du début du XXe siècle autour de la vraie langue des pierres urbaines. À partir des années 1880, les pierres des villes multilingues de l'Europe centrale ont été de plus en plus au cœur des conflits de propriété. Alors que Prague, par exemple, subit une transformation de son identité allemande et habsbourgeoise vers une identité tchèque, l'historien bohème Julius Lippert imagine que les vraies pierres accostent les pèlerins en criant « Pèlerins, imaginez, je suis une pierre tchèque, n'essayez pas de me traduire. » En fait, l'historien se fait ironique parce qu'il sait que les pierres parlent en fait allemand. Il tient à sa version de la ville, celle qui affirme son appartenance au domaine allemand. Ces questions seront tranchées par la violence des Première et Deuxième Guerres mondiales, qui verront l'effondrement des empires et la naissance de villes nationales. Quand la ville allemande de Breslau est littéralement transformée du jour au lendemain en ville polonaise en 1945, la dissonance entre le style architectural allemand, ce qui en restait en fait, parce que c'est un pays en ruine, paysage en ruine, et la nouvelle identité polonaise de la ville est frappante. Les réfugiés qui arrivent, beaucoup d'entre eux des Polonais de Lvov, qui avaient perdu leur ville à l'Ukraine, tenaient non seulement à être polonais eux-mêmes, mais à croire que tout ce qui leur entourait était polonais. Ils appartenaient, selon les biographes de la ville, Moorhouse et Davies, qui parlent de cette histoire de la ville, à la génération qui proclamait que chacune des pierres de Wrocław, Breslau est devenue Wrocław, parle polonais. La traduction de la ville a été soutenue par une population fatiguée, prête à croire en la transformation politique de la ville, ainsi que par l'exclusion forcée des allemanophones. Breslau, Danzig, Königsberg, Lemberg, Brünn, Czernowitz, Prague, toutes ces villes devaient être dégermanisées, etc. Alors, et c'est vraiment ici que j'aurais vraiment besoin d'images, mais là,
À Prague, par exemple, et c'est l'exemple vraiment frappant, il y a concurrence entre ce qui était le German National Theater, Neues Deutsches Theater, construit en 1988 et qui a ouvert avec une performance de Wagner, et l'institution rivale, the Czech National Opera. Alors, pas loin, très loin l'un de l'autre, vous avez ces deux bâtiments qui sont toujours là à Prague, l'un dans un style très allemand, et l'autre dans un style Renaissance. C'était une ville qui a été construite avec l'argent, on a fait une collecte d'argent parmi la population, on a construit durant des années, on a fait une souscription, on a donné à ce lieu vraiment une importance symbolique extraordinaire. C'était vraiment l'âme tchèque qui se bataillait contre les Allemands à cette époque-là, qui devait s'exprimer dans cet opéra tchèque. Et vous avez à deux pas l'opéra national allemand sur le même espace et qui sont en rivalité. Alors quand la ville devient en fait tchèque pour de bon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que le building allemand est traduit en tchèque. Ce building, même s'il porte une espèce d'aura, des inscriptions, une identité allemande, ce building va être traduit. L'idée de la Renaissance s'est abondamment invoquée justement à la fin du 19e siècle en Europe, et la référence littéraire n'est pas très loin de la référence architecturale. Et on voit une prolifération de buildings en Europe à cette époque-là qui exprime une certaine architecture et en même temps une certaine identité littéraire nationale. Et ça va être le cas aussi à Barcelone, très fort à Barcelone, où vous avez le Palau de la Música, qui est vraiment un endroit qui dit catalan, qui est construit avec de l'argent catalan, si je comprends bien. Il y a une grande affaire d'escroquerie aussi. Pardon? Oui, bon. Ah, une escroquerie, enfin, bon, c'est pas... Mais en tout cas, c'est un édifice qui, donc, exprime une langue. Alors, disons que l'idée que je voulais exprimer là, c'est que vous avez vraiment dans ces villes-là, mais un peu partout au monde, on peut trouver d'autres exemples, des lieux symboliques qui sont lingualisés, qui expriment une langue et qui sont, en cas de conflit et d'une nouvelle occupation extérieure, ces endroits sont donc traduit de la même façon que l'espace urbain, lui, est reterritorialisé. Alors, on peut voir, on peut suivre cette dynamique et comprendre donc l'expérience et la sensibilité urbaine comme fortement imprégnée par la présence des langues. C'est-à-dire, la langue n'est pas un épiphénomène, la langue n'est pas quelque chose qui est extérieure à la ville, elle est vraiment imprégnée, la ville est imprégnée de la langue, les espaces publics sont saturés de relations langagières et relations langagières qui prennent aussi la forme de la traduction. Et c'est le cas beaucoup pour ma ville, Montréal, où vous avez deux architectures qui sont en dialogue et en espèce de rivalité depuis toujours. Une architecture française d'origine qui est face au fleuve, une architecture victorienne très très marquée anglais qui est sur une rue à côté, alors vraiment, et vraiment tout près, et c'est donc une relation symbolique et ancrée dans l'espace urbain et qui est là depuis le début, mais qui se reproduit au cours des années jusqu'à très récemment, où une institution symboliquement de langue française, on va avoir une réplique en langue anglaise et vice-versa. Par exemple, McGill
qui est une institution, l'université la plus prestigieuse, une université en pierre grise, située sur un campus dans un style classique universitaire. Alors, quand on construit la première université francophone, elle sera construite, vous l'imaginez, donc cette pierre grise, et ensuite elle sera construite en briques jaunes dans un style beaux-arts, moderniste beaux-arts, tout à fait à l'opposé du style de l'université anglophone. La même chose, notre premier gratte-ciel est dans le style international, c'est la place Ville-Marie, qui est construit avec de l'argent international marqué anglais, et on va répliquer avec le complexe des jardins qui vient d'un système de caisse populaire, tout un autre système de financement, et qui a une forme différente et qui est dans un emplacement différent, qui vraiment est une riposte. Alors, comme ça, la ville est marquée par les relations de lieux, d'architecture, comme donc l'architecture de Montréal est lingualisée. Et l'effort de transformer les significations culturelles de ce vocabulaire est une traduction. Cette traduction de l'espace public est soutenue, elle continue jusqu'à aujourd'hui, nourrie par les dynamiques culturelles et logiques circulatoires. Il me reste combien de temps? Alors, je vais tout simplement mentionner rapidement, je disais que les lieux publics sont lingualisés, mais cette lingualisation, je peux dire, est soutenue par les dynamiques culturelles qui traversent la ville. Je veux en mentionner 5 très rapidement. Alors, je disais qu'il y a un mouvement de territorialisation. Alors, c'est, par exemple, à Montréal, c'était le mouvement qui a fait que le français est parti de l'est de la ville, traditionnellement là, et a traversé et a reterritorialisé l'espace symbolique de Montréal, qui est maintenant de plus en plus francophone, et c'était un effort important. Sans doute, il s'est passé des choses semblables à Barcelone, où il y a vraiment un effort soutenu politiquement, culturellement, pour marquer la ville d'une autre langue. Il y a aussi un mouvement que j'appelle détournement. Alors, il y a des mouvements culturels qui font que, par exemple, les langues immigrantes à Montréal, au départ, se traduisaient presque automatiquement vers l'anglais. Maintenant, elles se traduisent vers le français. Il y a eu une espèce de détournement d'un pattern conventionnel à l'époque, et qui fait que maintenant les langues immigrantes ne se déversent plus automatiquement dans le bassin anglais, mais plus souvent qu'autrement se dirigent vers le français. Et ça aussi, c'est un mouvement qu'on peut voir marquer l'espace public. Il y a aussi le mixage qui se fait dans les zones où il n'y a pas de traduction à véritablement parler, mais des zones où il y a défaillance de traduction parce que le rapport est trop intense, et on va parler d'un lieu plurilingue, d'un lieu hybride, d'un lieu mixte. Mais je veux aussi parler de dynamiques dont il faut aussi parler, c'est cacher et refuser. Alors, à Montréal, par exemple, je parle de cette ville, les langues amérindiennes sont cachées. Hein? Il n'y a pas de présence physique. Quelle langue manque à l'espace public, on peut dire? Quelles langues n'ont pas droit de citer, très littéralement? Alors, les langues amérindiennes existent à Montréal, mais elles sont très rarement marquées, et ce sont par des créations artistiques plus ou moins qu'elles se font entendre de nos jours. Et il y a une performance intéressante qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Émilie Monet,
qui se promènent dans la ville et qui imaginent le nom des lieux amérindiens, qui sont maintenant plus là. Alors, la permanence fait revivre, si on peut dire, la nature ou les noms de cet endroit, et refuser. Évidemment, il y a blocage, hostilité, indifférence aussi dans la ville, et on peut parler de blocage de traduction, voilà. Et on peut parler des événements malheureux qui expriment ces blocages, on en a vécu certains très récemment à la ville de Québec. Je termine rapidement avec un exemple de lieu de traduction qui pourrait vous intéresser. Vous avez peut-être vu le film d'un Québécois récent qui s'appelle Arrival, l'arrivée. Alors, un autre lieu de traduction qu'on pourrait éventuellement explorer. Vous avez vu que dans ce film, il est question de traduction et de traduction particulière entre l'humain et le non-humain. Ça se passe un peu dans les airs, ça se passe avec un vitre entre l'humain et le non-humain. En tout cas, cette idée de monter dans les airs et ça évoque peut-être l'histoire traditionnelle quelque part de la pensée sur la traduction. On peut penser à Moïse qui monte sur la montagne pour parler à Dieu. On peut parler de la tour de Babel qui est une montée vers les espaces. Alors ce Arrival joue, je pense, beaucoup avec nos idées, l'humanisme, les espaces qu'on a pu examiner ou qu'on a pu imaginer dans la tradition humaniste de la traduction. Mais évidemment, ça se passe autrement. C'est un endroit qui va vers le ciel, mais il est fortement question de l'armée, du conflit et d'une contrainte d'un lieu donc all too human, si on peut dire. Donc c'est peut-être cette tension entre la partie terrestre de la traduction où l'armée est très présente et cet espace dans les éthers où la traduction se passe vraiment dans une zone outre-monde, otherworldly, que cette tension qui exprime peut-être l'intérêt d'explorer les lieux de la traduction. Merci.